Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints du coup pour ce troisième webinaire sur les produits organiques et leur utilisation en agriculture. Donc, comme vous le savez, hein, on est parti sur une série de 7 webinaires. Aujourd'hui, c'est le troisième, donc il en restera encore 4 sur différentes thématiques. Et donc, ces webinaires, ils sont réalisés en partenariat avec l'association Repère, la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie et la Décale Technopole pour les webinaires sur les engrais verts. Et du coup, c'est une action qui est financée dans le cadre de Protège, donc par la CPS et l'Union européenne, et aussi avec un complément de financement via l'ADEME. L'objectif de ces webinaires, c'est de renforcer les liens entre les gestionnaires déchets, transformateurs et utilisateurs, donc de faire vraiment le lien entre les acteurs de l'économie circulaire et les utilisateurs des différentes matières organiques issues du recyclage. C'est aussi d'éclaircir différentes notions, donc en fonction des thématiques abordées. Donc, si après on a à chaque fois un temps d'échange, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions à la fin si vous avez besoin d'éclaircir encore des éléments. Un autre objectif, c'est de mettre en avant les filières locales de valorisation de nos matières organiques. Donc, quels sont les acteurs, quels sont les produits disponibles localement, et de bénéficier de conseils pratiques avec nos partenaires et de retours d'expérience. Donc voilà, pas hésiter à partager aussi dans la deuxième partie d'échange si vous avez, vous, des compléments à apporter. Donc aujourd'hui, on va vous faire une présentation avec Nicolas, donc avec moi, Nicolas Hugo de la Chambre d'agriculture et de la pêche, donc qui est conseiller santé végétale au sein de la Chambre. Donc on va vous faire une petite présentation d'une demi-heure, enfin un peu moins d'une demi-heure, et après on aura un partage d'expérience et une partie questions-réponses. Donc si vous avez vraiment des questions qui vous viennent au fur et à mesure, mettez-les dans le chat et on traitera tout à la fin dans la partie questions-réponses. Voilà, donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour faire un petit tour d'horizon des amendements organiques locaux. Donc, on l'a vu au dernier webinaire, il y a un peu plus de 15 jours. Donc, un amendement organique, c'est bien les matières fertilisantes qui sont composées principalement de combinaisons carbonées d'origine végétale, animale ou les deux en mélange, qui sont destinées à l'entretien ou à la reconstitution du stock des matières organiques du sol et à l'amélioration de ses propriétés physiques et ou chimiques et ou biologiques. Donc, au dernier webinaire, on avait fait une distinction entre amendements, engrais et biostimulants. Et donc là, on est bien sur la partie amendement, amélioration de la structure du sol. Pour autant, on sait, les amendements peuvent aussi apporter des éléments de fertilisation et donc compléter ou apporter les éléments nécessaires, nutritifs à vos plantes, vos cultures, mais ce n'est pas leur fonction principale. Nicolas nous avait fait aussi une présentation au premier webinaire de l'importance des matières organiques dans le sol et donc du coup sur tous les aspects sur lesquels ils jouent, à la fois sur la fertilité physique, sur la fertilité biologique et la fertilité chimique. Et si vous avez besoin de revoir ces notions-là, les webinaires sont disponibles en ligne, donc on vous invite à les re-regarder si nécessaire pour revenir sur ces différents points. Donc aujourd'hui, on va voir comment on caractérise un amendement organique. Donc c'est quoi les différents paramètres pour les caractériser. Donc on va se focaliser sur le rapport C sur N, sur l'ISMO, les cinétiques, la granulométrie et la densité. Et après, on fera un petit tour d'horizon sur le matériel pour l'épandage de ces produits. Donc le rapport C sur N, donc carbone sur azote, donc vous en entendez parler beaucoup parce que c'est quelque chose qui est aussi mesuré pour les sols. Et donc c'est un indicateur notamment pour les produits organiques qui va fortement varier en fonction du type de produit, du type de mélange et du type de process des différents amendements. Par exemple, pour le compost, donc une dégradation déjà de la matière qui permet d'obtenir un produit homogène et stable, on l'utilise plutôt comme indicateur de maturité et on a un ratio C sur N entre 10 et 20, entre 15 et 20. Après, en fonction des différents produits et effectivement de l'état du mélange, enfin de l'état du process, le rapport C sur N tout seul, il ne permet pas de caractériser réellement le produit. Il faut le compléter avec d'autres indicateurs. Donc, ce n'est pas un indicateur à lire tout seul. On vous a mis dans le tableau là, quelques petits éléments pour que vous ayez en tête des notions. Donc, en gros, plus ce qui est dans les tendances, ça reste des tendances, plus le rapport C sur N il va être faible, plus on va dire que le produit va minéraliser rapidement. Plus il va être élevé, plus le produit il aura une tendance à avoir une stabilité dans le sol.
Les exemples un peu concrets, c'est par exemple les fientes de poule, c'est un C sur N très bas, et donc c'est quelque chose qui va minéraliser rapidement, qui va nourrir en fait les plantes, versus des écorces de pin qui est très ligneux. On a un C sur N là de 250, donc qui est très élevé, qui va mettre plus de temps à se dégrader. Pour autant, on peut avoir par exemple la paille qui a un rapport C sur N autour de 100, qui va quand même se dégrader aussi plus rapidement que l'écorce de pin, parce qu'on est aussi sur quelque chose de moins ligneux. Si on prend un mélange de fumier de poule, enfin des fientes de poule et d'écorce de pin, on va faire chuter le C sur N de l'écorce de pin. Pour autant, la dégradation ne sera pas si rapide que ça. Non. Voilà, c'est intéressant de l'avoir en tête, mais c'est pas suffisant pour caractériser un produit. Et du coup, c'est un indicateur qui aujourd'hui est complété par un nouvel indicateur qui est l'ISMO, qui est l'indice de stabilité de la matière organique. Donc, c'est quelque chose qui est assez relativement et qui permet vraiment bien de mesurer la teneur en matière organique du produit qui est plutôt stable. Donc, on parle d'humus, donc vraiment quelque chose qui est stable et qui va jouer sur la structure du sol et non pas être dégradé rapidement. Donc, l'ISMO, c'est un indice donc, qui varie de 0 à 100 et il est intéressant pour comparer différents types de produits entre eux. Par exemple, sur le graphique, là, on voit différents types de produits, donc des composts, des lisiers, des fientes, des fumiers, etc. Donc, si on regarde le jaune et le vert clair, qui sont plutôt des composts, on voit qu'on est dans la majorité des points, entre 60 et 80. Donc, on a un ISMO de 60 à 80%. Ça veut dire que 60 à 80% des matières organiques apportées sont déjà stables. Donc, sont de l'humus qu'on apporte dans nos sols. Par contre, par exemple, pour des lisiers, donc qui est le bleu ciel, on voit que ça s'étire et que la moyenne est plutôt autour de 50. Donc, on est plutôt sur quelque chose qui va se dégrader, se décomposer rapidement. Donc, à retenir, c'est que plus sa valeur elle est élevée, plus le potentiel amendant du produit organique est élevé, plus on apporte d'humus. Plus elle est basse, plus on aura tendance à avoir un produit qui va se minéraliser rapidement. Pour autant, on voit aussi là, au sein d'une même catégorie de produits, donc par exemple, si on reprend l'histoire des composts, là, le jaune, on a quand même une grosse variabilité. Ça peut dépendre du process, du stade aussi de maturité du compost quand il est vendu ou analysé. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut connaître pour le produit, mais ça donne quand même des tendances. Donc voilà, là, on voit un peu plus différents types de compost et les ismos de différents types de compost. On voit quand même qu'en majeure partie, on tourne autour de 70 pour un compost mature. Ça peut être plus en fonction de sa maturité et des composants. Par exemple, là, on voit que le compost de déchets verts, il tend plus vers 80, alors qu'un compost d'ordures ménagères, donc en jaune, il tend plus dans les 55-60. Voilà, à avoir en tête cet indice-là et effectivement à demander au fournisseur s'il a fait cette analyse-là et donc pour le produit, d'avoir l'indication pour le produit qui vous intéresse. Autre élément intéressant, c'est les cinétiques de minéralisation. Donc là, on a deux types de cinétiques. On a la cinétique du carbone et la cinétique de l'azote. Les deux sont faites au laboratoire et en fait, le produit est tamisé et mis dans un sol type. Et là, ils étudient sur 81 jours la minéralisation du carbone et de l'azote. Donc là, si on se focalise sur le carbone, pourquoi 91 jours? C'est d'après leur modèle, ça donne à peu près le comportement du produit sur 1 an, voire 6 mois dans nos conditions tropicales. Donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois de regarder la cinétique, donc l'état des courbes. Donc, en ordonnée, vous avez le pourcentage de carbone minéralisé et en abscisse, vous avez le temps. Donc, de voir à la fois comment se comporte la courbe et de voir le point final au bout de 91 jours. Donc, si on regarde la première courbe qui est en haut, qui est mauve, on voit qu'on a vraiment une tendance à minéraliser assez rapidement et à atteindre un coefficient de 91 jours autour de 90. À l'inverse, la courbe rouge, elle minéralise très lentement, enfin un petit peu plus rapidement au début, mais après, c'est relativement stable et on atteint un coefficient assez faible, autour de 10. Et ça, l'interprétation, donc elle est sur le point final, mais il faut quand même regarder la courbe, mais quand le coefficient est plutôt faible, on est sur un produit qui est stable, il va peu se minéraliser. Donc c'est un produit c'est la matière organique qui est déjà bien dégradée et stable et ça va vraiment apporter de l'humus. Donc ça a vraiment un effet sur le sol, sur l'érosion, sur la structure, sur la CEC, sur la réserve utile, etc.
plus le coefficient de 91 jours va augmenter, donc c'est à droite du tableau, plus on va aller sur un produit qui n'est pas stable et qui du coup va fournir, là comme on est sur le carbone, qui va fournir du carbone énergétique et là qui va nourrir la biomasse microbienne, enfin la macrofaune du sol. Donc on n'a pas d'effet ou très peu à long terme, mais on a vraiment un effet à très court terme pour favoriser la vie du sol qui après va avoir elle-même son effet. Donc c'est pas mieux ou moins bien d'être sur tel ou tel coefficient, mais c'est bien de les avoir en tête pour savoir comment votre produit va se comporter et sur quoi on joue. J'ai besoin d'apporter un produit stable et d'apporter de la matière organique pour améliorer la structure de mon sol. Je pars sur quelque chose qui a un coefficient faible. J'ai besoin de stimuler la vie de mon sol parce que j'ai un taux de matière organique qui est suffisant, mais j'ai une biomasse microbienne qui a du mal à fonctionner. Je vais sur quelque chose qui a un coefficient fort. Et du coup, comme je vous le disais, il y a la cinétique de minéralisation du carbone et la cinétique de minéralisation de l'azote. Là, si on voit, c'est le même graphique, mais pour l'azote, donc en ordonnée, c'est le pourcentage de l'azote qui est minéralisé. Et à nouveau, ce qui est important, c'est de voir comment c'est à la fin, mais surtout pour l'azote, comment ça évolue dans le temps. Parce que c'est là qu'on peut voir l'effet d'un produit et notamment le risque de fin d'azote. Donc, le risque de fin d'azote, c'est quoi? Si je prends la courbe rouge, on voit qu'au début, la courbe rouge, elle passe dans le négatif. Ça veut dire que pour dégrader la matière, mes micro-organismes, ils vont devoir pomper de l'azote du sol pour avoir le bon ratio et dégrader le produit que je viens d'amener dans mon sol. Et les micro-organismes, ils sont plus forts, ils sont plus compétitifs que les plantes pour aller chercher de l'azote. Donc, ils vont plus facilement aller chercher de l'azote dans le sol qu'une plante. Et donc, c'est là que va rentrer la compétition et que du coup, on n'aura pas d'azote à cet instant-là disponible pour la culture, alors qu'on en apporte par ailleurs par l'amendement. C'est ça qui est, qui est un peu plus compliqué. Et du coup, il faut voir l'allure de la courbe et le point à la fin. Et donc, si le point est négatif, c'est là qu'on a vraiment un risque de fin d'azote. Si on a un coefficient qui est positif, alors là, non seulement on n'a pas de risque de fin d'azote, mais en plus, on sait qu'on apporte de l'azote assez rapidement disponible pour nos plantes avec ce produit. Donc, à nouveau, il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien. Si on sait qu'on apporte un produit qui a un risque de fin d'azote, pour X raisons, parce qu'on veut apporter quelque chose de stable ou autre, alors, soit on décale son apport par rapport aux besoins de la culture, si c'est jouable, soit, si on n'a pas le temps, s'il faut à ce moment-là, à cet instant-là, faire l'épandage et qu'on sait qu'on risque d'avoir une fin d'azote en lien avec le moment où la culture a besoin de cet élément, alors il faut faire un complément azoté pour justement limiter cette compétition et pas avoir ce facteur négatif pour la production. Alors du coup, les cinétiques, après, elles se lisent dans des tableaux là qui sont un peu compilés. Hein. Donc vous avez l'azote en vertical et le carbone en horizontal. Donc plus on va être en haut du graphique, plus on va être sur quelque chose du coup qui va apporter de l'élément qui va être facilement minéralisable et donc apporter des nutriments. Donc plus ça va être en haut, plus on apporte de l'azote. Donc par exemple, là on voit les bouts d'épuration, on est à peu près autour de 50%. Et c'est ça qui nous permet d'avoir notamment ce qu'on appelle le coefficient équivalent engrais pour les engrais organiques notamment. Donc on a 50% de l'azote qu'on apporte via les bouts de station d'épuration, là dans ce cas, qui va être minéralisé et disponible pour les plantes. Si on reste à droite du graphique, mais qu'on descend, là, ce qu'on voit, c'est vraiment le carbone énergétique qui est apporté. Donc, c'est vraiment la nutrition de la macrofaune du sol. Donc, c'est valable pour les boues, mais c'est valable aussi quand on descend pour la paille. Donc, qui va apporter du carbone énergétique pour notre sol, enfin pour nos micro-organismes du sol. Pour autant, on voit que pour la paille et les tières fraîches, on est descendu par rapport à l'azote et on est même passé en négatif, parce que c'est vraiment des produits typiques sur lesquels on a le risque de fin d'azote dont je vous ai parlé. Et plus on va être proche de zéro dans le graphique, plus on va être sur des produits qui apportent de la matière organique stable. Donc, on n'apporte pas d'éléments nutritifs à court terme, donc pas forcément d'azote à très court terme, pas forcément de carbone énergétique pour la biomasse, mais de la matière organique stable qui va avoir un effet sur le sol. Du coup, voilà un peu comment se lisent ces différentes cinétiques. Après, ce sont des analyses qui sont assez coûteuses pour les fournisseurs de produits. Donc, nous, on pousse nos adhérents, enfin, on les soutient aussi pour qu'ils fassent ce genre d'analyse. Donc, il y a pas mal de produits où les analyses sont en cours et on aura les données d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine,
pour justement vous accompagner dans la meilleure utilisation, en tout cas dans l'optimisation de l'utilisation des produits. Après, autre paramètre du coup d'importance pour caractériser un amendement, c'est la granulométrie. Donc la granulométrie, donc en fonction de la taille en fait des différentes particules au sein de du produit, ça permet de voir si on va avoir un produit aussi qui a plus ou moins de facilité à se décomposer. Donc c'est quand même plus grossier que les indicateurs dont je vous ai parlé précédemment. Mais en fait, plus un produit va avoir une granulométrie fine, plus il va être décomposable facilement par le sol et la microfaune du sol. Ça permet aussi pour vous de mieux appréhender les conditions optimales d'épandage, le type de matériel et le réglage aussi pour répandre le produit dans les quantités que vous avez souhaitées. Autre indicateur, c'est la masse volumique. Donc, c'est la masse du produit à son état sec. Et ça vous permet non seulement, pareil, de vous orienter sur le choix du matériel d'épandage, mais aussi, une fois que vous avez calculé un apport en tonnes par hectare, de savoir combien en volume c'est lors de la commande, par exemple, de pouvoir changer entre tonnes et volume. Donc, où trouver les différentes informations que je vous ai présentées? Donc, vous pouvez demander ces informations auprès du fournisseur. S'il est en mesure de vous fournir, il y a des analyses, donc je vous disais, les cinétiques, ce n'est pas des analyses obligatoires et elles sont coûteuses, donc tout le monde n'aura pas forcément ces éléments-là. Donc, il existe après des ABAC un peu plus généraux pour un peu savoir comment se comporte tel ou tel produit. Et sinon, nous, ce qu'on a réalisé l'année dernière, c'est un guide des produits organiques donc locaux où vous retrouvez à chaque fois les caractéristiques des produits, donc qui est téléchargeable et consultable sur notre site internet. Et là, on se lance dans la mise à jour de ce guide en complétant avec des nouvelles informations telles que les cinétiques pour les produits qui sont dedans et en complétant aussi avec de nouveaux produits. Donc voilà, affaire à suivre dans les mois à venir, mais il y aura une mise à jour réalisée avec l'appui de nos partenaires. Alors, un petit tour d'horizon de ce qu'on a en disponible localement. Donc, dans les matières organiques non transformées, donc plutôt brutes, vous pouvez trouver du broyat de déchets verts. Donc, je vous ai mis à chaque fois les infos qu'on a pour l'instant. Donc, on a un C/N de 48, donc par exemple, qui est plus élevé qu'un compost. Les teneurs en matière organique et l'ISMO. Donc, on voit que l'ISMO sur les déchets verts, il est assez faible, donc de 44%. Donc, effectivement, ça va se dégrader assez rapidement. Pour mes mots, dans un compost, on est plutôt autour de 70-80. Voilà, ça vous permet de calculer la quantité de matière organique stable que quand même vous apportez avec ce type de produit. Donc, broyat de déchets verts, vous pouvez en trouver notamment auprès du SIVM Sud. On a également des chutes de carton. Donc là, un C/N très élevé parce qu'en fait, c'est quasiment que du carbone. Donc l'intérêt de ça, c'est que c'est très occultant et ça permet de faire du paillage et de limiter, par exemple, le désherbage. Des retours au terrain qu'on a eu, c'est que ça va se dégrader assez lentement. Et voilà, et ça apporte beaucoup de carbone. Et là, un des fournisseurs qui fournit des plaques de carton, c'est notamment CMF Ecovac sur Païta. Autre matière organique brute, c'est tout ce qui est connexe de scierie, donc coproduit de nos scieries. Donc là, on est sur des parties plutôt ligneuses pour les copeaux de rabotage. Donc, comme vous voyez, qu'un C/N très très élevé parce qu'aussi c'est très ligneux et donc beaucoup de carbone. Et les copeaux de fraisage où c'est quand même un peu plus au cœur du bois, donc avec un C/N un peu plus faible. Mais donc ça, vous pouvez le trouver donc, dans les scieries et notamment la scierie Bois du Nord. Autre amendement brut, c'est du papier broyé. Donc, pareil, c'est plutôt riche en carbone et en carbone qui va se dégrader rapidement. C'est assez riche en matière organique. Et là-dessus, je ne l'ai pas mis, mais on a fait des analyses aussi de tout ce qui était métaux. Et si vous êtes intéressé, c'est aussi des informations qu'on peut vous fournir. On avait calculé qu'on peut apporter pour des apports répétés, jusqu'à 26 tonnes par hectare de papier pour respecter en tout cas les flux sur plusieurs années et sur plusieurs apports. Et du coup, les 3 premiers produits sont compatibles avec l'agriculture biologique et le papier broyé l'est pas, notamment du fait des encres et des solvants qui peuvent exister. Dans les produits plutôt transformés, donc sur les composts, donc on a des plateformes de compost de déchets verts en Calédonie. Donc on est sur un produit avec un C/N, comme je vous disais, entre 15 et 20 pour le compost.
une teneur en matière organique de 23% et un ISMO de 81%. Donc, on voit qu'on est sur un produit bien mature. Les cinétiques, on ne les a pas encore réalisées, mais les analyses sont en cours, donc on verra dans le prochain guide. Donc là, on a deux plateformes, enfin deux fournisseurs. Pacific Environnement, qui est localisé à Koné, donc qui est une plateforme toute récente, et le SIVM Sud sur deux plateformes, sur Boulou Paris et La Foire. On a aussi une petite production de co-compost de déchets verts et déchets d'abattoir. Donc ça, c'est le GIE Mérou qui valorise ces déchets d'abattoir via le compostage. Donc on est quelque chose qui est très riche en matière organique, qui est aussi très stable et qui est disponible sur Point de Vie. Et très fin, donc très bien pour les pépinières aussi. Et je crois que c'est le dernier, mais on a aussi un co-compost de MIAD. Donc en fait, MIAD, c'est les matières d'intérêt agronomique issu du traitement des eaux usées. Donc, c'est éco-compost déchets verts et bout station d'épuration. Et donc là, on a aussi une matière qui est assez riche en matière organique, qui est stable, donc qui rapporte pas mal de matière organique stable pour vos sols. Et les cinétiques sont également à venir. Et là, la plateforme elle est située à Tontouta. Donc, c'est la plateforme de Mongo Environnement. Et les deux premiers sont compatibles avec l'agriculture biologique et le co-compost de boue, bien sûr, ne l'est pas. Juste pour vous mettre un peu une petite cartographie, donc ça aussi, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur notre site internet pour aussi avoir les volumes, les tarifs, les contacts si besoin. Donc voilà, il y a quand même un maillage qui commence à se faire sur le territoire, donc pas hésiter à aller vous renseigner au plus proche sur les produits qui pourraient vous intéresser. Et pour tous les agriculteurs ou je crois que c'est producteurs au-dessus de 25 arts, et ben, vous avez des aides à l'achat par l'agence rurale. Donc, avec tout ce qui est engrais et amendement organique, donc à hauteur de 50% du prix d'achat, avec une limite de 500 000 francs par bénéficiaire et par an. Mais voilà, il ne faut pas hésiter, en tout cas, sur ce type d'aide-là, à aller l'actionner, parce que c'est une belle aide de l'agence rurale pour tout ce qui est transition agroécologique. Donc, si ça peut vous aider vous, à vous tourner vers des produits locaux, pas hésiter à aller l'actionner. On va faire un petit topo sur le matériel. Nicolas, je te laisse la main. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Donc, du coup, je remplace au pied levé notre ami Lorenzo, qui est notre référent en termes de matériel agricole et matériel d'épandage. Donc, je vais vous présenter ce qu'on peut faire pour pouvoir épandre un petit peu la matière organique. Alors, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est quel choix je vais faire en termes de matériel. Et donc, ce choix-là, il va être en fonction de la nature du produit, de son taux d'humidité, de sa granulométrie et de sa densité. Ça va être en fonction de l'homogénéité du produit. Est-ce que j'ai des petites particules mélangées avec des grosses? Et ça va être en fonction aussi de la dose à l'hectare à épandre, parce qu'il y a des outils qui vont vous permettre de dépendre des grosses doses, d'autres des petites doses, et puis l'un ne fait pas l'autre. Donc, du coup, il va falloir regarder tout ça pour pouvoir se dire quel outil est le mieux adapté à mon besoin. Alors, dans les matériels d'épandage, sur le lisier, c'est des outils spécifiques, les tonnes à lisier. Alors, il en existe avec des palettes. C'est des sortes de petits disques là qui vont distribuer le lisier en forme de géhorizontale. Il y a des pendillards, c'est-à-dire que vous avez des petits tubes qui vont descendre au niveau du sol et puis qui vont faire qu'on va pouvoir épandre sur une plus grande largeur. Et puis pendillard avec enfouisseur, donc là, vous intégrez carrément à l'intérieur du sol. Concernant le compost, co-compostage fumier, en général, on utilise des épandeurs à hérissons. Et là, c'est pareil, il y a toute une gamme variée d'épandeurs à hérissons avec uniquement des hérissons horizontaux ou alors des hérissons verticaux. Les hérissons verticaux, ils peuvent être cumulés avec des options de table, de poussoir et de guillotine qui vont faire que le matériel va faire un travail différent en fonction des options qu'il y a sur la bécane.
Et ensuite, pour travailler la paille, ben, on a des pailleuses qui, à l'origine, sont des outils qui sont utilisés dans les stabulations pour pouvoir distribuer la paille dans les stabulations et qu'on peut dériver pour utiliser au champ et pailler, par exemple, des planches de culture ou bien des lignes d'arbres. Alors, du coup, quelques images. Donc, vous voyez, les tonnes à lisier, là, on a les tonnes à canon. La première, c'est avec une palette, comme je vous disais là. Et puis, le summum du truc, le pendillard avec la partie enfouisseur. Mais bon, il faut pouvoir avoir du lisier quand on a ce genre d'outil-là, quoi. Pour ce qui est des épandeurs à hérissons, donc voici quelques exemples. Alors, l'épandeur horizontal tout simple, donc lui, il va travailler sur la largeur de l'outil. Donc, effectivement, de ce fait, ben, on est obligé d'en mettre beaucoup parce qu'il va pas travailler sur une grosse largeur. Après, on a l'épandeur vertical simple. Et lui, il va pouvoir travailler sur une largeur de 10 à 40 tonnes hectares. Et ça va être en fonction de la vitesse d'avancement du tracteur. Et ensuite, on a des épandeurs verticaux avec table, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de plateforme derrière qui va faire en sorte que la pulvérisation, elle va pouvoir être horizontalisée un petit peu. Vous voyez sur alors je ne sais pas si j'ai la zapette, non, j'ai pas la zapette. La dernière photo avec voilà, la remorque rouge là, où vous voyez que le jet, il est bien horizontal et ça permet de pouvoir pulvériser de façon plus latérale et donc on augmente encore la distance enfin, la largeur de dépendage et du coup, on diminue possiblement la tonne à l'hectare. Concernant les produits qui sont plus de l'ordre des boues séchées ou des produits organiques sous forme de bouchons ou de pellets, on peut utiliser des épandeurs qui sont à l'origine utilisés pour épandre de l'engrais, comme cet épandeur pendulaire. Lui, il offre une largeur d'épandage entre 6 et 12 mètres. Et du coup, il va préserver l'état physique du produit d'origine. On peut utiliser, hop, on passe à la suivante, on peut utiliser pour ce même genre de produit des épandeurs centrifuges à tapis, mais eux, ils vont plus broyer un petit peu le produit. Donc, la partie bouchon de départ, elle va être possiblement un peu pulvérisée, quoi. Ça, c'est des photos d'épandeurs à nappe. C'est pour pouvoir épandre des produits qui sont très farineux. Au départ, c'est des épandeurs qui sont utilisés pour saler les routes dans les pays où il neige. Ben, du coup, on peut utiliser ça pour épandre de la farine de poisson, par exemple, pour épandre du gypse en poudre. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est de montrer que il y a des versions qui sont vraiment à dimension très petite pour pouvoir utiliser sur des toutes petites exploitations. Ça, c'est une machine qui a ici sur place en Calédonie, qui est un distributeur latéral. C'est pareil, c'est un distributeur à aliments à l'origine, mais qui a été dévié pour pouvoir épandre, mais alors en rang, soit du broyat de végétaux, soit des déchets de scierie ou des fientes qui sont séchés. Maintenant, vas-y, tu peux.
Voilà, la partie qui va intéresser beaucoup de monde parce que beaucoup de monde utilise de la paille et quand on le fait sur des petites, surfaces, on peut se permettre de faire ça à la main. Quand on a plusieurs hectares de verger, à se dire ah ben je vais faire évoluer mon système et puis je vais faire du paillage de mes arbres, et ben automatiquement on se pose la question à se dire comment on va pouvoir mettre ça en œuvre. Donc la pailleuse dont je vous parlais tout à l'heure, voilà ce que ça donne. Si jamais vous allez sur Internet, il y a quelques vidéos de mise en situation, notamment sur des plantations de fraises, où ils utilisent la paille aussi pour, comment ça s'appelle, protéger les fraises par rapport au verglas et genre de choses comme ça. Et puis, une autre version de quoi faire avec de la paille. On a fait une autoconstruction au niveau de la PMA avec une dérouleuse à balles. Et ça, c'est un outil qui peut être utilisé quand on veut planter une nouvelle culture et se dire, eh ben, je vais dérouler ma balle sur ma planche ou sur mon billon d'igname ou sur mon billon d'arbres fruitiers avant plantation. Et comme ça, je pose la paille en premier et je plante derrière, quoi. Alors, avant de pouvoir, une fois qu'on a utilisé le matériel, on se dit ça va marcher, bah, peut-être ou peut-être pas. C'est quand même toujours mieux, de faire des essais pour voir comment le produit se comporte dans le matériel, enfin avec le matériel, pardon. Et puis numéro 2, de faire un étalonnage pour pouvoir se dire bah, à quelle vitesse d'avancement je vais devoir aller pour que ma dose à l'hectare, elle puisse être respectée. Et là, je vous ai mis une petite photo qui image un petit peu, ce qu'on peut faire en termes d'étalonnage, et puis deux, la représentativité que ça peut avoir sur la largeur d'épandage que vous allez pouvoir avoir. Donc, ça vous donne un ordre d'idée sur quand est-ce que vous allez devoir faire vos demi-tours, etc., etc. Donc, c'est tout simple. Euh, et pour ce qui est des produits organiques, c'est quand même mieux d'utiliser comme ça une bande qu'on va dérouler plutôt que d'utiliser ce qu'on utilise d'habitude pour les engrais, c'est-à-dire des plateaux de à peu près un mètre carré de large qu'on va disposer de façon espacée sur une bande de roulage. Alors, avant de revenir, oui, voilà, juste pour vous dire que si vous avez des questions complémentaires, de besoin d'aide, du conseil, etc., vous pouvez tout à fait contacter la PMA à Point-Bout, qui sont là pour ça. Et puis, ils répondront à toutes vos questions et potentiellement vous aideront soit à choisir le matériel le plus adapté, soit à pouvoir bien le mettre en route. Merci Nicolas. Du coup, on a vu un peu comment caractériser un produit, quel type de matériel on peut utiliser pour les pendre. La question suivante, c'est bah, quelle quantité j'apporte. Et ça va dépendre de deux choses. Quel est mon objectif? On reste sur les amendements. Est-ce que c'est un apport de redressement, c'est-à-dire que je veux ramener de la matière organique dans mon sol à un niveau que j'estime nécessaire, ou est-ce que c'est un apport d'entretien, un peu webinaire? Le sol consomme de la matière organique tous les ans de par sa fonctionnalité, et donc j'apporte pour compenser les pertes annuelles. En fonction de l'objectif, on va faire des calculs différents, et pour tout ça, je vous donne rendez-vous mardi prochain avec notamment Nicolas et Valentine de la Décale pour bien savoir comment calculer en fonction de nos objectifs et quelle quantité j'apporte. Je vais laisser la main à Franck s'il est là, s'il peut réactiver son micro et pour qu'il nous fasse un petit retour d'expérience. Oui, bonjour tout le monde.
Oui, bah, Chloé m'a invité à faire un petit retour d'expérience. Donc, bah, moi, je suis agriculteur. Je vais faire ça. Voilà, je vais essayer de vous raconter un petit peu ce que moi j'ai fait. Donc voilà, la photo montre en fait de quoi je vais parler. Donc pour contextualiser un petit peu, l'idée que j'avais, et ça s'est fait dans le cadre de Protège, je faisais partie des fermes de démonstration de Protège, c'était de développer donc sous serre donc des cultures palissées pour optimiser au maximum la surface couverte par les serres. Et en fait, en essayant de faire des cultures successives sans travail du sol. Pour ce faire, donc l'idée, j'ai été regarder, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce qu'ont développé des personnes dans le réseau maraîchage sur sol vivant. Donc, c'est un réseau en hexagone de gens qui développent des techniques pour essayer de faire du maraîchage en perturbant le moins possible le sol et ainsi pouvoir bénéficier de tous les services rendus par la vie du sol. Et donc, voilà, ils ont pas mal développé des techniques pour cultiver sans travail du sol. Et donc, l'idée, c'était d'apporter un gros volume de matière organique à avant l'implantation des cultures, pour pouvoir avoir très rapidement les bénéfices d'un sol très riche en matière organique, c'est-à-dire une structure du sol qui soit durable, et donc de pouvoir passer du travail du sol et quand même garder une bonne structure. Et, euh, et donc une vie du sol très active pour avoir des éléments nutritifs pour la plante et aussi voilà, tous les apports bénéfiques de la vie du sol en termes de protection de la culture, notamment. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai demandé à la permission à ma commune, après le cyclone Niran, de taper dans le stock de bois qui était tombé au cyclone, qui avait été récupéré par les services communaux et stocké comme ça en vrac sur une plateforme parce qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire. Donc il y avait un gros volume de bois stocké, mais voilà, de bois brut, quoi. Et donc, j'ai eu l'autorisation de taper là-dedans et j'ai fait intervenir un prestataire avec un gros broyeur version industrielle, là. Et donc, voilà, moi, j'avais un budget. Et donc, tant qu'il n'avait pas atteint le budget, il a broyé. Ça m'a fait à peu près 600 mètres cubes de broyat. Euh, et il se trouve qu'entre le moment du broyat et la mise en place, voilà, les délais ont été rallongés pour avoir des problèmes d'approvisionnement et tout. Donc en fait, le broyat, il est resté très longtemps à l'extérieur, en tas. Je l'avais fait rouler chez moi, j'avais fait un tas. Et donc il a commencé à composter. Et donc ensuite, ce broyat légèrement composté, je l'ai mis, voilà, comme on voit sur la photo. Donc j'ai fait des espèces de bacs à fond ouvert. En fait, les lames sont juste là pour tenir la matière vraiment sur le rang, là où on va avoir les cultures. Et j'ai rempli ça avec le broyat, quoi. Et du coup, tu peux passer à la photo suivante, Chloé. Voilà. Donc, bon, là, on voit pas bien, mais en fait, une fois que ça a été installé, le broyat a été mis en place. On a complètement couvert le sol avec des bâches plastiques. Et à l'endroit du rang de la culture, là, on a mis par-dessus des toiles en toile de jute pour éviter toute pousse de mauvaises herbes. Et on a implanté les cultures là-dessus. Donc, retour d'expérience, je pense que c'est quelque chose qui a développé parce que j'ai quand même eu des cultures à bon développement. Enfin, au niveau fertilité, ça a bien joué son rôle. Euh,
pas trop eu de carence flagrante visible. Aucun apport d'engrais, hein, ça a été uniquement l'apport de matière organique. Donc, oui, pardon, ça a été fait donc l'apport a été fait en juillet-août 2022 pour une implantation des cultures début octobre. Euh, et donc depuis, je n'ai jamais encore apporté de matière organique, parce que le volume était vraiment très conséquent. On était à plusieurs centaines de tonnes rapportées à l'hectare. Et donc là, après 2 ans, si je peux, je vais en remettre un petit peu cette année, quoi. Donc voilà, pas de problème de fertilité flagrant. Euh, on voit quand même que par rapport à de la culture hors sol, en système hydroponique ou enfin en hors sol, bon, on est moins constant, en tout cas en fertilité, c'est pas aussi facile à piloter. Donc il y a encore beaucoup à apprendre sur la gestion de la fertilité et comment piloter au mieux ben, justement les différentes minéralisations pour essayer d'avoir un développement maximum des plantes euh, voilà, le plus régulier possible. Et ce qu'il y a aussi à améliorer, c'est que, en fait, comme j'avais travaillé mon sol pour niveler au moment de l'implantation des plantes, et que je n'ai pas mélangé la matière organique quand je l'ai mis dans les bacs, il y a eu quand même un effet de tassement du sol sous la matière organique, parce que ce sol-là était pas assez riche au départ en matière organique pour maintenir une bonne structure. Et donc, il y a eu des petits problèmes d'hydromorphie dans le sol, donc ça a posé un peu des problèmes. Ça va doucement en s'améliorant, mais voilà, c'est pas, c'est assez compliqué à résoudre. Une fois qu'on a le sol qui s'est tassé dessous et on s'est mis comme contrainte de plus pouvoir travailler le sol ensuite, voilà, c'est un point à améliorer pour développer ça, quoi. Donc voilà, en humble expérience, oui, voilà. Donc là, ça, c'est il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est des haricots qui sont sous la serre. Euh, et donc, les premières lignes de haricots vont bientôt être détruites. On va partir ensuite sur des solanacées pour la saison chaude. Je vais laisser la place à des questions, si vous voulez me poser des questions. Oui, Guillaume, vas-y. Ah, oui, pardon, j'ai pas bien saisi la problématique du tassement de sol là. C'est juste le fait d'avoir mis de la matière organique sans la mélanger au sol qui a fait que ça a tassé le sol en dessous? Oui, en fait, le problème, c'est que enfin, naturellement, ce qui maintient la structure d'un sol, c'est la matière organique et la vie qui s'en nourrit et qui la compose, quoi. Et moi, bah, j'ai travaillé le sol, donc bah, il était plus tellement vivant. Et là-dessus, j'ai mis un gros volume de matière organique. Et donc, le sol sous ma matière organique s'est tassé avant, que la vie du sol puisse mélanger la matière organique et assurer une bonne structure. Je pense que dans les choses à faire attention, c'est voilà, peut-être essayer ce genre de technique-là sur prairie sans travailler le sol au préalable pour garder l'effet, enfin, enfin, pas casser justement la structure du sol avant de mettre en place. Ou peut-être, s'il y a travail du sol, de mélanger la matière organique au sol pour que en fait, il y ait une structure plus rapide qui se fasse et qui se tasse pas, quoi. Et par exemple, intégrer des lombriques ou autre chose dans la matière organique, ça aurait pu aider, tu penses? Alors, j'ai justement la mise en place, oui, merci, parce que je ne l'ai pas évoqué. Dans certaines lignes, on a inoculé avec, euh, avec des vers de compost. Donc, c'est les seuls lombriques qui sont facilement multipliables. Euh, et en fait, on a vu une meilleure fertilité sur ces lignes-là. Enfin, on a vu sur le premier cycle de plantation, hein, des plantes qui étaient beaucoup plus poussantes. Là, on avait mis des lombricompost. Par contre, ça n'a pas eu d'impact sur
la structure du sol dessous, parce que pas du lombricompost, pardon, des des vers de compost. Et ça n'a pas eu d'impact sur la structure du sol dessous, parce que ben, voilà, les vers de compost, ils restent dans la matière organique de surface. Et ils ne font pas de galerie verticale. En fait, l'objectif à terme, on sait que en apportant des gros volumes de matière comme ça, au bout d'un moment, les vers de terre qui font des galeries verticales, les années cycles vont finir par arriver et vont permettre de justement bien répartir la matière organique de construire la maison en fait, et d'avoir une maison à plusieurs étages bien solide quoi pour tout le monde. Mais voilà, en attendant qu'ils arrivent, il y a un risque de tassement et d'hydromorphie. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la fois la présentation de Franck ou même les présentations avant, ou est-ce que vous avez envie vous aussi de partager un retour d'expérience sur un amendement que vous avez apporté, sur une pratique ou pas d'autres questions? C'était donc tout à fait clair et limpide et Il faut vous croire, avez hein. tous très faim. Ok, c'est après. Donc là, oui, dernière diapo pour Franck, c'est effectivement, comme c'était aussi dans le cadre de Protège, il y a toutes les fiches de retour d'expérience que vous pouvez retrouver sur le site de la Chambre d'agriculture. J'ai mis le lien dans le PowerPoint, donc vous pourrez directement, sinon sur le site de la Chambre, vous trouvez cette fiche-là ainsi que l'ensemble des autres fiches que réalisées dans le cadre de Protège. Donc, il ne faut pas hésiter. Et après, voilà, Oui, questions-réponses. Oui, vas-y, Franck. pardon, Claude. Ouais, du coup, oui, bah, tout ce que j'ai dit très rapidement, c'est un peu plus détaillé dans cette fiche, donc vous aurez une idée des volumes et tout qui ont été mis. Et puis, j'ai envie de tendre une petite perche s'il y en a qui veulent se lancer dans ce genre de techniques de culture-là. Je pense que ce serait intéressant de le faire en réseau. Comme je disais, il y a plein de techniques à développer, peut-être de loupés à faire. Et donc, plus on va les partager entre nous, plus on va avancer vite, je pense. Donc voilà. Oui, Guillaume. Oui, excuse-moi, j'avais une autre question. C'est pas vraiment en lien avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste tes bacs, Franck, là, j'ai vu que tu t'avais mis. Tu les as fait avec quoi en fait? Moi, en fait, j'ai cherché au moins cher. Ce que j'ai trouvé de moins cher pour faire les parois là, sur les côtés, c'est des lames de PVC fabriquées localement. C'est du PVC pour plafond. Il est traité anti-UV, donc voilà. Ok, parce qu'on a dans notre groupe local bio, il y a un producteur qui a ce souci-là. Il cherche une solution qui soit compatible avec le bio Oui. pour faire ce même genre de culture. Là, L'avantage, ouais, l'avantage du plastique, c'est que bah, quand il est sous cette forme-là, il se dégrade pas, quoi. Donc c'est compatible avec le bio. ok, parfait. C'est bon à savoir, merci. Alors, on a une question par écrit. Donc, est-ce que les méthodes de calcul des cinétiques de minéralisation sont adaptées au contexte, température, type de sol? Au contexte calédonien, j'imagine. Oui. Tout ça, c'est des modélisations. Il y a une partie de pratique parce qu'ils font effectivement une incubation à 91 jours, mais il y a une partie théorique, c'est-à-dire qu'ils ont modélisé ça en se disant, pour la France, ça équivaut à 1 an. Et ensuite, on sait que en zone tropicale, avec la température, ça va aller plus vite et que si ça se trouve, ça va être équivalent à plutôt 9 mois que 1 an pour la Calédonie. Mais de la même façon, si vous prenez une zone tropicale où le régime pluviométrie est assez régulier dans l'année et que c'est tout le temps humide, ça va aller d'autant plus vite. Et dans le contexte calédonien, on a 2 périodes sèches où la dégradation elle est mise en stand-by. Donc, est-ce que finalement c'est vraiment 9 mois ou c'est plutôt 1 an? Finalement, tout ça, on n'en sait rien. Mais on n'en sait rien de la même manière que plein d'autres choses où finalement c'est
des moyennes de moyennes et c'est des tendances. Et en fait, il ne faut pas chercher à se dire je veux avoir le résultat à la virgule près. En fait, ce n'est pas le résultat en soi qui compte, mais c'est plutôt la tendance. Et c'est plutôt se dire ben, cette cinétique à 91 jours, elle donne ça, mais elle me permet de choisir plutôt ce produit que ce produit par rapport à ce dont j'ai identifié avoir besoin pour mon sol au jour d'aujourd'hui. Et c'est plutôt ça qui est important, plus que le résultat avec les chiffres. Et chaque résultat fait sous les mêmes conditions va être comparable d'un produit à l'autre. Alors même si le résultat n'est pas tout à fait exact, comme il est fait de la même manière, ben, le panel de résultats va quand même être OK pour pouvoir comparer les produits entre eux. Merci Nicolas pour ta question. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette question? Sinon, je passe à la suivante. Question suivante, c'est est-ce que les épandeurs à poudre dont parlait Nicolas sont répandus sur le territoire? Les épandeurs à poudre, alors est-ce que faisait référence aux épandeurs à nappe, hein? J'imagine que c'est ça. Les épandeurs à nappe, alors les épandeurs à nappe, je sais qu'il y en a quelques-uns. Après, le tout petit qu'il y a là, non, je l'ai trouvé sur Internet. Mais après, si vous êtes intéressé par ce genre de produit-là, j'imagine que c'est tout à fait faisable de le faire venir, quoi, hein. Après, peut-être que Franck, toi, tu en as déjà vu ici localement des genres d'épandeurs à nappe comme ça? Oui, moi j'en ai. Enfin, j'ai même quelqu'un dans mon entourage qui en avait un et que j'ai utilisé pour du gypse. Oui, ça se trouve. Mais c'est vrai que maintenant, on a les engrais en billes ou même les engrais organiques en pellets se sont tellement généralisés qu'on a quasiment que des épandeurs pour ce type de produit-là. Mais ouais, c'est vrai que si on a de plus en plus de produits organiques locaux en poudre, en farine comme ça, il va peut-être falloir réfléchir à mutualiser ce genre d'outils-là. Et donc, ça existe localement. Oui, oui, en version, alors, comme le tout petit, là, en version portée derrière un tracteur, c'est du matériel assez simple quand même. Voilà, l'inconvénient, c'est que la largeur d'épandage, bah, elle correspond à la largeur de l'outil, donc, mais voilà, c'est du matériel simple. Merci. Est-ce que, par exemple, avec notamment la farine de poisson, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'attirer des ravageurs dans le champ? Des rats ou autre chose? Pour en avoir déjà parlé avec un Polynésien, oui, ça peut être un vrai problème, notamment concernant les cochons, qui Cochon, ok. apparemment aiment bien l'odeur du poisson aussi. Mais je sais pas, j'ai pas essayé avec, le produit qui est disponible localement là, mais c'est effectivement une réflexion que je me suis fait aussi en me rappelant cette discussion que j'avais eue avec un Polynésien. On a le même genre de retour par rapport à de l'utilisation de farine de sang et de choses comme ça aussi qui sont possiblement attractifs, hein. Ça, c'est un peu le biais de ça et peut-être que du coup, comment ça s'appelle, la solution passe par un co-compostage du produit avant d'aller les pendre. À voir si en enfouissant, ça peut pas aussi permettre de limiter les nuisances, enfin en tout cas Au l'attractivité. moins l'attractivité, quoi. Ça doit certainement diminuer l'attractivité. Après les cochons, c'est vivace, hein. Oui. Ça fouine. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions?
Sinon, on va pouvoir bientôt clôturer le webinaire. Juste, je voulais profiter de ça pour vous diffuser une petite info. On organise une visite de la plateforme de compostage de Pacifique Environnement, donc à Connay, le mercredi 16 octobre, donc la semaine prochaine, donc à 9 h. Donc, si vous voulez venir voir sur place le process, le produit obtenu et avoir un peu des informations sur comment s'approvisionner, rendez-vous là-bas à 9 h. Et on va organiser également une visite de la plateforme de Mango Environnement, donc qui est sur Tontouta, donc le jeudi 24 octobre. Je vais faire diffuser là l'info parce que j'ai pas encore communiqué là-dessus. Donc vous pouvez après vous inscrire via notre page Facebook ou autre pour bien suivre l'information et avoir les horaires. Donc voilà, donc si vous voulez rencontrer aussi les fournisseurs, voir comment les produits sont faits localement et tâter un peu des produits locaux, ce sont 2 occasions en tout cas pour venir nous retrouver. Et dans tous les cas, je vous donne rendez-vous donc mardi prochain pour un prochain webinaire et donc pour voir tout ce qui est les calculs pour les apports en amendement en fonction de vos sols et de vos objectifs. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci beaucoup à Franck pour ton témoignage. Merci pour les questions et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Tata tout le monde. Merci, au revoir.